un immense merci aux militants et cadres du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie Canada et à la société Saint-Jean-Baptiste de m'avoir invité à cette conférence. Comme vous le savez, en ce moment en Kabylie, une vague de froid sans précédent, des chutes de neige qui ont touché aussi d'autres pays européens, sévit chez nous. Devant ce danger, les villageois sont allés demander de l'aide à l'armée. Donc l'armée qui est hyper équipée et qui est présente en surnombre en Kabylie. Il y a plus de 100 000 militaires en Kabylie, ce qui représente le tiers des effectifs de l'armée algérienne. Il faut rappeler aussi que la Kabylie ne représente que 2% du territoire national. Et bien évidemment, la réponse des militaires, donc, pour ces villageois, c'était le mépris habituel. Comme à chaque épreuve, la Kabylie s'est retrouvée toute seule. Et devant de tels dangers, des mécanismes de solidarité dont l'usage semblait perdu ont ressurgi et ont refait surface. Ils ont ressurgi de notre mémoire collective. En cette douloureuse circonstance, cela s'est traduit par un extraordinaire élan de solidarité de notre peuple. Donc, pour désenclaver ces villages isolés, des chaînes humaines, qu'on voit peut-être dans les photos, se sont constituées. L'image est émouvante, le geste est digne de l'honneur kabyle. En Europe, au Canada, aux États-Unis et ailleurs, les Kabyles ont répondu massivement à l'appel de leur gouvernement provisoire pour constituer un fonds de solidarité pour la Kabylie et des dizaines de milliers d'euros sont déjà récoltés. Au nom du GPK, du gouvernement provisoire kabyle, permettez-moi de le remercier. Cependant, le gouvernement algérien et ses milliards de dollars amassés grâce à Dame Nature refusent d'assister à un peuple en danger. Encore une fois, l'anti-kabylisme est de mise. Ce traitement réservé à la Kabylie ne date pas d'aujourd'hui. Ce processus de dépersonnalisation forcenée est érigé en mode de gestion politique du pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. En réaction à cela, plusieurs fronts se sont déclenchés en Kabylie. Déjà en 1963, Hussein Ahmed, un chef historique kabyle, s'est rebellé contre le pouvoir personnel de Ben Bella. Bilan, plus de 400 morts. En 80, printemps berbère, manifestation générale dans toute la Kabylie contre le parti unique, le FLN, pour revendiquer le pluralisme politique, Samazir, la liberté de la presse, le droit pour les femmes, et ce pour toute l'Algérie. Réponse du pouvoir, répression violente. En 2001, la Kabylie a fait sortir dans la rue le tiers de sa population pour revendiquer la démocratie, encore une fois pour toute l'Algérie, bilan 127 morts. Donc le sang de ces innocents qui a coulé dans l'indifférence des autres régions du pays a renforcé la détermination des Kabyles à en découdre avec la tyrannie. C'est dans ces conditions que le MAC a vu le jour en 2001. Aujourd'hui, le MAC et le GPK sont fiers d'avoir fait le serment d'honorer la mémoire de nos 127 martyrs et de tous les Kabyles assassinés par la police politique algérienne. Toutefois, le pouvoir refusant de reconnaître à la Kabylie son droit de prendre son destin en main ne cesse de manipuler, de torpiller afin de faire pourrir le mouvement de l'intérieur. Le MAC, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, depuis son deuxième congrès en décembre dernier, a placé la revendication hors d'atteinte du pouvoir algérien. Comme mon confrère l'a souligné, et aujourd'hui, il se bat
pour son autodétermination. Il n'est pas difficile de comprendre que le pouvoir algérien utilise la politique de l'usure avec tous les autres partis démocratiques et d'opposition en Algérie. Il en use jusqu'au pourrissement pour enfin pouvoir récupérer et normaliser. Après 10 ans de démonstration de force sur le terrain, le MAC est devenu la grande force politique en Kabylie. Mais le pouvoir demeure autiste. Non seulement il refuse de discuter des problèmes sérieux pour trouver de vraies solutions, mais il tente l'implosion du mouvement autonomiste. En refusant cet étouffement, nous prenons dorénavant l'autodétermination. Le MAC, on a décidé ainsi pour pouvoir porter la revendication de notre peuple jusqu'aux plus hautes instances internationales. C'est notre droit absolu. Nous sommes un peuple qui aspire à sa liberté et aucune dictature, aucun lobby n'entravera notre marche. Nous sommes un mouvement pacifique qui inscrit son combat dans la légitimité internationale. Cette légitimité est d'abord affirmée par l'article 1er de la Charte des Nations Unies qui consacre le principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, les peuples déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. L'origine politique de la notion d'autodétermination remonte à la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. L'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes découle directement de la philosophie des Lumières. C'est un droit politique conscient qui dérive du mot allemand Selbstbestimmungsrecht et qui a été fréquemment utilisé par les philosophes au XIXe siècle. Nous y avons droit. En plus de ces principes qui fondent un État, à savoir une population, un territoire, un gouvernement, nous avons aussi une histoire commune et nous avons aussi une communauté de destin. La Kabylie puise ses origines très loin dans l'histoire. Elle remonte à la civilisation libyque qui s'était épanouie autour du bassin méditerranéen longtemps bien avant l'ère chrétienne. C'est une région montagneuse qui a demeuré donc hors d'atteinte de l'ennemi. Elle est composée de milliers de villages et chaque village était une république où tout se décidait par le verbe. C'est sans doute cette organisation qui a fait que les Kabyles n'avaient jamais senti le besoin de se doter de frontières fixes et de n'avoir jamais constitué un État moderne. Il faut rappeler qu'avant l'arrivée des Français en 1857 chez nous, c'est-à-dire 27 ans après qu'ils aient débarqué et conquis Alger, ces républiques villageoises étaient régies par un droit coutumier, garant des libertés individuelles. Le principe de la laïcité, par exemple, y était déjà consacré, alors qu'en France, ce principe de droit ne sera voté qu'en 1882. L'existence de la Kabylie est bien antérieure à celle de l'Algérie. D'ailleurs, on peut voir le degré de création de l'État de l'Algérie. C'est sur décret que le général français Schneider, ministre secrétaire d'État de la guerre, a créé l'Algérie en 1839. Et cela serait passé dans un café à Paris, à la place Saint-Germain-des-Prés, un café qui s'appelle les Deux Magouts. L'existence... par ailleurs, c'est en 1857 que la Kabylie passe progressivement sous la domination française. La France procède alors à des arrestations, à des spoliations et à des déportations massives, notamment vers la Nouvelle-Calédonie. Pour casser donc
la cohésion légendaire de la société kabyle, la France a entamé, à travers ses bureaux arabes, sa politique de dépersonnalisation du kabyle. D'ailleurs, le processus naturel qui allait mettre la Kabylie sur la voie des grands pays, qui ont contribué au rayonnement de la culture méditerranéenne et universelle, a été brisé d'abord par la France coloniale. Refusant le joug colonial, les Kabyles ont initié et structuré le premier mouvement nationaliste algérien, l'Étoile nord-africaine, en 1926. L'appel à l'insurrection du 1er novembre 1954 a été tiré à Iril Imoulin, à Tizi Ouzou, en Haute-Kabylie. Et l'ordre de déclencher la guerre contre la France, la nuit du 1er novembre 1954, est signé Siraba, pseudonyme du Kabyle Krim Belkacem, qui tenait déjà le maquis en Kabylie depuis de nombreuses années et qui mena la lutte jusqu'à l'indépendance de l'Algérie et la signature des accords d'Évian. En 1956, c'est-à-dire 2 ans après, un autre Kabyle, Abem Ramzan, surnommé l'architecte de la révolution algérienne, organisa le congrès national en Basse-Kabylie. Et c'est précisément là que le destin de la Kabylie s'est joué. Car les Égyptiens, à leur tête Jamal Abdel Nasser, faisaient tout pour relayer le maximum de pays arabes, africains, asiatiques à l'idéologie panarabiste, voyaient d'un mauvais œil le leadership des Kabyles, lesquels, de nature laïque, ne cadraient pas avec leur vision hégémonique. L'agent spécial du président égyptien, Fathi Dib, recommanda à son président de se méfier des Kabyles, car trop occidentalisés à ses yeux. D'ailleurs, dans toutes les fiches qu'il établissait sur les chefs de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, il mentionnait juste après le nom et le prénom l'appartenance ethnique, kabyle ou arabe. Très rapidement, les Égyptiens choisirent leur homme, leur pion, Ben Bella. Ils lui conseillèrent la méfiance absolue envers les Kabyles et la liquidation physique de tout responsable susceptible d'entraver son ascension. Suite au coup de force de l'armée des frontières en 1962, dirigée par Boumedienne, et la confiscation de l'indépendance du pays, la Kabylie entra déjà en rébellion en 1963. Et depuis, d'autres révoltes éclatèrent en Kabylie. En 1980, le printemps berbère, en 1998, suite à l'assassinat du chanteur populaire Matou Blounas, puis en 2001, nos richesses naturelles sont dilapidées, nos forêts brûlées, les investisseurs harcelés, la corruption généralisée, l'insécurité totale, notre cohésion sociale menacée et notre peuple est contraint à l'exil. Notre culture est toujours marginalisée, nos traditions folklorisées, notre langue rabaissée au rang de patois, et l'armée algérienne abat en moyenne un Kabyle par mois. Il est difficile de ne pas voir dans ces pratiques le comportement du colonisateur envers le colonisé. Le gouvernement provisoire kabyle dénonce vigoureusement cette politique d'occupation. Il appelle des instances internationales, des intellectuels et toute personne éprise de justice à le soutenir dans notre combat contre la tyrannie. Vivement le référendum pour l'autodétermination de la Kabylie. Vive la Kabylie libre, démocratique et laïque. Et vive la fraternité entre le peuple québécois et le peuple kabyle.